différence qui était entre la déclamation des tragédies et la déclamation des comédies. Les compositeurs de déclamation, réflexion concernant l'art de l'écrire en notes. On ne saurait douter que la déclamation tragique des anciens ne fût plus grave et plus harmonieuse que leur déclamation comique. Or, la déclamation comique des anciens était déjà plus variée et plus chantante que la prononciation ne l'était dans les conversations ordinaires. Quintilien dit que ceux qui jouaient la comédie imitaient bien en quelque chose la prononciation familière, mais qui ne la copiaient pas en tout. Il relève, ajoute-t-il, leur prononciation par les ornements et par l'élégance, dont la déclamation comique est susceptible. C'est ce que font les comédiens. Ils ne vont pas jusqu'à parler comme nous le faisons dans la conversation ordinaire, ce qui serait dépourvu d'art, mais ils ne s'éloignent pas beaucoup cependant du naturel, faute de quoi, en ce cas, leur imitation serait une faillite. Mais ils rehaussent le tour courant de notre langage ordinaire par une certaine parure de théâtre. Platon, après avoir dit que les poètes qui voulaient composer des tragédies et des comédies n'y réussissaient pas également, ajoute que le genre tragique et le genre comique demandent chacun un tour d'esprit particulier, et ils allèguent même que les acteurs qui déclament les tragédies ne sont pas les mêmes que ceux qui récitent les comédies. On voit par plusieurs autres passages des écrivains de l'Antiquité que la profession de jouer des tragédies et celle de jouer des comédies étaient deux professions distinctes, et qu'il était rare que le même homme se mêlât de toutes les deux. Quintilien dit qu'Ésope déclamait beaucoup plus gravement que Rossus, parce qu'Ésope faisait sa profession de jouer dans le tragique, au lieu que Rossus faisait la sienne de jouer dans le comique. Chacun avait contracté les manières de la scène à laquelle il s'était particulièrement attaché. Rossus avait un débit plus rapide, et Ésope un débit plus grave, parce que celui-ci jouait des tragédies, celui-là des comédies. C'est le caractère qu'Horace avait donné au second. Ce qu'ont joué le grave Ésope, le savant Rossus. Horace. Lucien, dans son traité de la danse, dit qu'un acteur tragique se démène sur le théâtre, qu'il s'y tourne et retourne comme un furieux, et qu'il y chante des complaintes supportables à peine dans la bouche d'une femme. Peut-on souffrir ? Ajoute Lucien qu'Hercule, couvert d'une peau de lion et la massue à la main, viennent fredonner sur un théâtre les vers qui contiennent le récit de ses travaux. La définition que les anciens faisaient de la tragédie et de la comédie, et que nous avons rapportée en son lieu, suffirait seule pour nous convaincre que leur manière de réciter ces poèmes était très différente. Je me contenterai donc d'ajouter à ce que j'ai déjà dit, que les acteurs qui jouaient la comédie n'avaient d'autre chaussure qu'une espèce de sandale qu'ils appelaient socques, au lieu que ceux qui déclamaient la tragédie montaient sur le cothurne, espèce de brodequin dont la semelle était de bois et très épaisse, ce qui les faisait paraître d'une taille fort élevée, au-dessus de celle des hommes ordinaires par rapport au rapport de Lucien, dit Philostrate, et de plusieurs autres écrivains qui les voyaient tous les jours. Lucien nous apprend même qu'on leur matelassait le corps, afin que cette taille énorme parût du moins proportionnée, et ce qu'il nous dit sur ce sujet est confirmé dans une lettre attribuée à Justin Martyr. Les habits, les masques et les ornements dont on se servait pour la représentation des tragédies étaient encore différents de ceux dont on se servait dans la représentation des comédies. La décoration qui servait à la tragédie ne pouvait pas servir à la comédie. Celle qui servait à la tragédie devait représenter des palais et d'autres édifices superbes, au lieu que celle qui servait à la comédie devait représenter des maisons de particuliers et d'autres bâtiments simples. Enfin, Horace et tous les auteurs de l'Antiquité qui parlent en passant de la déclamation tragique des anciens se servent d'expressions qui marquent qu'elle était ce que nous appelons chantante. C'est par où l'attaquent ceux des auteurs anciens qui, pour différentes raisons, ne l'aimaient pas. Saint Justin Martyr, dont dans l'écrit que nous venons de citer, la traite de grande clameur. L'auteur de l'écrit contre les spectacles des anciens, qui a passé pour être de Saint Cyprien l'appelle ces grandes extravagances de la voix tragique. Tertullien, dans le petit ouvrage qu'il a composé sur le même sujet, dit que l'acteur de tragédie crie de toute sa force « tragedo vociferante » et Apulée se sert des mêmes termes pour dire la même chose. L'acteur comique
converse, l'acteur tragique fait entendre des grands cris. Le comédien récite, mais celui qui joue la tragédie crie à pleine tête. Lucien, qui nous a conservé une description curieuse des personnages des tragédies et des comédies dans la conversation qu'il fait avoir à Solon avec Anacarsis, y fait dire à ce philosophe tartare que les acteurs de comédie ne déclamaient pas avec autant d'emphase que les acteurs qui récitaient des tragédies. Aussi voyons-nous que Quintilien se fâche, qu'il invective presque contre les professeurs en éloquence qui faisaient chanter ou déclamer leurs écoliers, comme on déclamait sur le théâtre. Il s'emporte contre les orateurs qui plaidaient au barreau de la même manière. Ce n'est point par quelques aversions capricieuses contre les comédiens que Quintilien défend aux orateurs d'imiter la déclamation théâtrale. Quintilien n'avait point plus d'aversion pour eux que Cicéron. Il nous dit que Démosthène avait l'obligation au comédien Andronicus de déclamer aussi bien qu'il le faisait. Il permet non seulement au jeune homme qui veut faire du progrès dans l'éloquence d'apprendre l'art du geste, mais il consent encore qu'il prenne durant quelque temps des leçons d'un comédien et qu'il étudie sous ce maître les principes de l'art de la prononciation. Il faut également faire une part aux leçons d'un comédien, mais dans la mesure où le futur orateur étudie l'art de la prononciation. Dans un autre endroit, Quintilien dit aussi que son élève doit se faire enseigner plusieurs choses par un comédien. Le comédien doit aussi enseigner comment faire une narration. Je vais encore rapporter plusieurs ouvrages des auteurs anciens que je crois propres à prouver mes opinions. Du moins éclairciront-ils la matière. On n'y a point fait jusqu'à présent toute l'attention qu'ils méritaient, parce qu'ils sont comme ensevelis dans les choses, à l'occasion desquelles ces auteurs les ont écrits. Nos passages s'attireront plus d'attention quand on les verra rassemblés, à cause du jour propre, à les bien éclaircir. Ils se prêteront réciproquement. Ceux qui ont quelque habitude avec l'ancienne Grèce n'auront pas été surpris de lire que les poètes y fissent eux-mêmes la déclamation de leurs pièces. Les musiciens, qui autrefois étaient également poètes, dit Cicéron, en parlant des anciens poètes grecs qui avaient trouvé le chant et la figure des vers. L'art de composer la déclamation des pièces de théâtre faisait à Rome une profession particulière. Dans les titres qui sont à la tête des comédies de Terence, on voit avec le nom de l'auteur du poème et le nom du chef de la troupe de comédiens qui les avait représentés, le nom de celui qui en avait fait la déclamation en latin. Qui fecera modos. J'ai déjà prévenu le lecteur sur l'usage qu'on faisait ordinairement de ce terme. C'était la coutume, suivant Donat, que celui qui avait composé la déclamation d'une pièce mit son nom à la tête avec le nom du poète qu'il avait écrite et le nom du principal acteur qu'il avait joué. Celui qui avait fait des mélodies ajoutait son nom en tête de la pièce avec celui de l'auteur et de l'acteur. Je cite ce passage suivant la correction de Gérard Vossius. Surtout la déclamation des cantiques ou monologues qui s'exécutaient d'une façon très singulière et que nous expliquerons n'était jamais mise en musique par le poète, mais par des hommes consommés dans la science des arts musicaux et qui faisaient leur profession de faire représenter les pièces dramatiques composées par d'autres. Ce sont ces artisans que Quintilien appelle artifices prononciandi. Dans un passage que nous allons rapporter, Donat, que nous venons de citer, dit « Les parties chantées étaient réglées par des mélodies faites, non par un poète, mais par quelqu'un d'habile dans l'art de la musique. » Cicéron se sert de la même expression, facere modos, pour désigner ceux qui composaient la déclamation des pièces de théâtre. Après avoir dit que Rossus déclamait exprès certains endroits de son rôle avec un geste plus nonchalant que le chant des vers ne semblait le demander, après avoir dit que Rossus plaçait des ombres dans son action pour relever davantage les endroits qu'il voulait faire briller, il ajoute « Le succès de cette pratique est si certain que les poètes et les compositeurs de déclamation s'en sont aperçus comme les comédiens. Ils savent tous s'en prévaloir. Jamais Rossus ne met en jeu toute son action quand il prononce ce vers, car le sage demande pour la vertu un prix honorable, non un vil profit, mais il le laisse tomber naturellement, alors que pour les suivants, que vois-je? Entouré de ses hommes d'armes, il envahit la demeure sacrée.
il montre, regarde fixement et interdit, frappé de stupeur. Que fait cet autre? Où prendre en appui? Comme il parle avec calme, avec abandon, sans action dramatique. En effet, il est près de dire « Ô mon père, ô ma patrie, ô palais de Priam ». Et dans ce vers, une si grande action dramatique ne pourrait être rendue si elle avait été usée et épuisée par le mouvement précédent. Et les acteurs n'ont pas vu ces règles avant les poètes eux-mêmes, avant ceux précisément qui ont composé les mélodies. Les uns et les autres débutent sur un ton simple, puis ils l'élèvent, le diminuent, l'enflent, le varient, le nuancent. Ces compositeurs de déclamation élevaient, ils rabaissaient avec dessein, ils variaient avec art la récitation. Un endroit devait quelquefois se prononcer suivant la note plus bas que le sens ne paraissait le demander, mais c'était afin que le ton élevé où l'acteur devait sauter à 2 vers de là frappât davantage. C'est ainsi qu'en usait l'actrice à qui Racine avait enseigné lui-même à jouer le rôle de Monime dans Mithridate. Racine, aussi grand déclamateur que grand poète, lui avait appris à baisser la voix en prononçant les vers suivants, et cela encore plus que le sens ne semblait le demander. Si le fort ne m'eût donné à vous, mon bonheur dépendait de l'avoir pour époux. Avant que votre amour m'eût envoyé ce gage, nous nous aimions. Afin qu'elle pût prendre facilement un ton à l'octave au-dessus de celui sur lequel elle avait dit ces paroles, nous nous aimions, pour prononcer à l'octave, Seigneur, vous changez de visage. Ce port de voix extraordinaire dans la déclamation était excellent pour marquer le désordre d'esprit où Monime doit être dans l'instant qu'elle aperçoit que sa facilité à croire Mithridate, qui ne cherchait qu'à tirer son secret, vient de jeter elle et son amant dans un péril extrême. Pour entendre les passages des anciens qui parlent de leur représentation théâtrale, il me semble nécessaire d'avoir connaissance de ce qui se passe sur les théâtres modernes, et même de consulter les personnes qui professent les arts, lesquels ont du moins quelques rapports avec les arts que les anciens avaient, mais dont la pratique est perdue. Tel était l'art du geste et l'art de composer et d'écrire en notes la déclamation. Les commentaires qu'ont voulu faire sur ces passages des savants illustres, mais qui ne connaissaient bien que leur cabinet, les éclaircissent mal. J'aimerais autant un commentaire sur Tacite écrit par un Chartreux. Nous voyons par le livre de Quintilien que ceux qui faciaient bien en modos, où les compositeurs de déclamation furent appelés dans la suite artifice prononciandi, mot à mot des artisans en prononciation. Voilà pourquoi dans les pièces faites pour être représentées sur le théâtre, les artisans en prononciation, je rapporterai le passage entier en parlant des masques dont les comédiens de l'Antiquité se servaient. On n'aura point de peine à concevoir comment les anciens venaient à bout de composer la déclamation, même celle des comédies, quand on fera réflexion que dans leur musique les progressions se faisaient par des intervalles moindres, encore que les intervalles les plus petits qui soient en usage dans la nôtre. Quant à la manière d'écrire cette déclamation, nous avons déjà dit dans la 4e section de ce volume qu'il est très vraisemblable qu'elle se notait avec les caractères des accents. L'art d'écrire en notes les chants de toute espèce était déjà très ancien à Rome dès le temps de Cicéron. Il y était connu longtemps avant qu'on y ouvrît les théâtres. Cicéron, après avoir parlé de l'usage que les pythagoriciens faisaient de la musique dans leur régime, pour ainsi dire, et après avoir dit que Numa, le second roi des Romains, tenait de l'école de Pythagore plusieurs usages qu'il avait introduits dans son petit état, cite comme une preuve de ce qu'il venait d'avancer la coutume de chanter à table les louanges des grands hommes avec un accompagnement d'instruments avant. C'est ce qui prouve, ajoute cet auteur, que l'art de noter les tons des chants et la déclamation des vers était connu dès lors. Chez nos ancêtres, il était alors d'usage dans les festins que, à tour de rôle, les convives chantassent avec accompagnement de flûte les mérites et les vertus des hommes célèbres. Cela fait bien voir qu'alors les chants étaient notés par les sons de la voix, ainsi que les vers. Du reste, les 12 tables même portent un témoignage formel sur ce point, à savoir que déjà on avait l'habitude de composer des vers. Nous avons expliqué déjà ci-dessus ce que les Romains entendaient par le mot Carmen.
Cicéron dit aussi dans le 5e livre des Tusculanes, en parlant des plaisirs qui restent encore à ceux qui ont eu le malheur de perdre l'ouïe, que s'ils aiment les beaux chants, ils auront peut-être plus de plaisir à les lire qu'ils en auraient eu à les entendre exécuter. Cicéron suppose que généralement parlant, tout le monde en savait assez pour lire du moins une partie de ces chants, et que par conséquent ils fussent écrits la plupart avec les accents.